Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va traiter un exercice assez important. Donc, il s'agit d'un exercice qui traite l'induction électromagnétique. Et on va aussi parler du régime sinusoïdal forcé, d'où l'importance de cet exercice. Donc, à travers cet exercice, on va véhiculer un certain nombre d'informations et on va essayer de donner, si vous voulez, la méthode de résolution d'un exercice, mais quand même, on va rappeler pas mal de choses en électromagnétisme. D'accord? Je vais lire l'exercice et je l'explique et après, on va corriger ensemble. Donc, on considère un circuit électrique composé de deux sous-circuits, donc circuit 1 et circuit 2, composés couplés par inductance mutuelle de coefficient M. Ici, on va parler de ce qu'on appelle le couplage magnétique. Donc, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire par la suite. Donc, le circuit 1, donc, il est parcouru par un courant I1 qui comprend un enrôlement dépourvu de résistance, c'est-à-dire un enrôlement, donc on veut dire tout simplement il s'agit d'une bobine. Donc, cette bobine est caractérisée par un coefficient d'inductance L1 et d'inductance mutuelle M, et un condensateur de capacité C1 placé en série avec L1. Ce premier circuit sera alimenté par un générateur de force électromotrice U de T, donc quelque chose qui va s'écrire comme UM fois cosinus oméga T plus phi, ou bien tout simplement oméga T, tout simplement, ce qu'on considère que phi égale à 0. De pulsation oméga, le circuit 2 sans tension d'alimentation, donc c'est-à-dire il n'y a pas de générateur dans le circuit 2. Et il y a seulement une inductance L2, c'est-à-dire un enrôlement comme tout à l'heure. Donc il s'agit d'une bobine en série avec un condensateur de capacité C2. Et cette fois-ci aussi, on va négliger, si vous voulez, la résistance et on va considérer que le circuit 2 est dépourvu, ça veut dire il ne possède pas de résistance. Ah. Les deux inductances sont placées en juxtaposition. Dans la représentation, on va montrer ce que ça veut dire. Elles sont placées en juxtaposition. Donc, on va prendre pour simplifier l'exercice que L1 est égal à L2 est égal à grand N. Donc, les questions de cet exercice qui est assez simple. Donc, en premier lieu, on nous demande de faire un schéma pour le circuit. En second lieu, on va déterminer l'impédance Z vue aux bornes du générateur. Et en troisième lieu, donc, on va étudier, si vous voulez, la variation avec la pulsation. Ce qui dit pulsation dit aussi fréquence. Donc, réfléchissez un petit peu et regardez avec moi la correction. Voilà, donc pour le schéma, donc j'en ai un générateur, donc un générateur qui est sinusoïdal. Donc voilà. Ici, on va soi-disant ici signaler que nous avons quelque chose pour le générateur qui est sinusoïdal. Nous avons un condensateur inséré avec une bobine. D'accord? Une bobine dans l'inductance L. Et le condensateur est caractérisé par une capacité C1. Donc je vais choisir comme sens de courant comme ça. Vous savez que en régime sinusoïdal, il n'y a pas de sens privilégié pour le courant, mais on va, si vous voulez, pour, euh, pour travailler avec la loi d'Ohm et la loi de Maille et la loi du nœud, il faut quand même indiquer un sens pour le courant. Donc on va choisir ce sens U pour U1. La même chose, on va choisir U2 comme ça. Et c'est ça ce que ça veut dire. euh, les deux bobines sont en juxtaposition. Ce coefficient M, il indique tout simplement l'influence mutuelle. C'est que lorsque il y a un courant qui va traverser la bobine, on va avoir ici, on va avoir les lignes de champ. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des lignes de champ qui va, qui va passer par l'autre bobine.
il y a quand même des lignes qui vont s'échapper s'échapper de la première bobine. Donc, une fois traversé par le courant, on va créer un champ magnétique. Un champ magnétique caractérisé par les lignes de courant, les lignes de champ, pardon. Il y a quand même des fuites de lignes de champ qui vont passer à travers la deuxième bobine. Et comme ça, donc, on peut caractériser la bobine avec ce qu'on appelle le coefficient d'auto-induction. Et aussi, nous avons le M qui caractérise l'influence. La même chose aussi, donc la deuxième bobine va influencer sur la première bobine et la première bobine va influencer sur la deuxième bobine à travers ce coefficient-là qui est soi-disant qui est coefficient M. D'accord. Voilà, donc c'est un circuit qui est mutuellement couplé, c'est-à-dire nous avons couplage magnétique, d'accord, entre les deux bobines. Il n'y a pas de lien physique ici, mais ça n'empêche que le fait que nous avons des fuites de lignes du champ magnétique dans le deuxième bobine, on va avoir ici création d'un courant, et c'est ça le phénomène d'induction. D'accord? L'induction, ici, c'est l'induction mutuelle. Lorsque il est traversé par le même champ, donc ça veut dire, ici nous avons ça c'est l'induction, l'auto-induction, et ça c'est mutuel, c'est-à-dire une influence mutuelle entre les deux bobines. On peut maintenant, pour déterminer l'impédance Z aux bornes du générateur, il suffit d'appliquer la loi d'Ohm pour les deux circuits. D'accord? D'accord? Pour le circuit 1, nous avons eu, c'est quoi? U ici. Nous avons eu, et si je considère cette configuration, U, ça va être LDI sur DT. U, je vais faire comme ça. C'est-à-dire, je vais pour soi-disant appliquer la loi d'Ohm ou bien la loi de Maille, U égale cette tension-là. D'accord? Et puisque je suis en opposition avec pour cette configuration-là, je vais aller, si vous voulez, dans le sens opposé du courant. Donc, je vais avoir L du sur dt, L d1 sur dt, plus Q1 sur C, d'accord? Q1 sur C, donc, est égal à U. Mais, il ne faut pas oublier que le deuxième circuit va influencer aussi. Donc, je vais ajouter MDLI 2 sur DT. D'accord? Donc, c'est ça, c'est ça la nouveauté. Donc, j'ai Q1 sur C, ça c'est quoi? C'est la tension au bord du condensateur, plus LDU1 sur DT, ça c'est la tension créée par induction dans la bobine L1. Et ça c'est par influence mutuelle, si vous voulez, de la deuxième bobine, MDI2 sur DT. Ça, c'est bien sûr pour le circuit E1. Avec E1, bien sûr, c'est égal à dQ1 sur dt. Et Q1, donc, ça va être l'intégrale de I1 dt. Pour le deuxième circuit, je vais faire la même chose. D'accord? Mais cette fois-ci, puisque je n'ai pas de générateur, donc, dans le deuxième circuit, donc je vais avoir Q2 sur C, plus L du2 sur dt, plus M de U1 sur dt. D'accord? Donc, il suffit de revenir ici, donc, voir, je n'ai pas de, je n'ai pas de, soi-disant je n'ai pas de générateur, mais il faut quand même faire ce sens-là. D'accord? Donc, pour appliquer, si je fais ce sens-là, d'accord, je n'ai pas de générateur, donc je travaille toujours. Pour appliquer la loi de Maille, je travaille toujours dans le sens opposé pour le courant. D'accord? Donc je vais avoir L
du2 sur dt plus q2 sur c plus m, d'accord, plus m, m di1 sur dt. Donc, comme vous voyez, je suis devant un système de deux équations, d'accord? Ça, c'est l'équation 1, et ça, c'est l'équation 2. Donc, et il y a couplage, si vous voulez, entre les deux équations. C'est que j'en ai E1 ici, j'en ai E1 ici, j'en ai I2 ici, et I2 ici. Donc, il y a couplage. Donc, pour déterminer Z, et puisque je travaille en régime sinusoïdal forcé, donc la meilleure façon pour faire ce calcul, c'est passer en notation complexe. D'accord. D'accord, si je passe en notation complexe, je vais considérer que E1 va s'écrire comme E1 exponentielle j oméga t, avec E1 c'est ce qu'on appelle l'amplitude complexe. Donc ici, l'argument de ça, ça donne la phase de E1. Donc cette fois-ci, et je sais que en notation complexe, dérivée, c'est tout simplement remplacer. Donc lorsque je passe en notation complexe, la dérivation c'est représentée par multiplié par g oméga. Et l'intégrale est représentée par 1 sur g oméga. Donc si je remplace ça, d'accord, donc puisque je veux U1, Q1, pardon, Q1, donc j'intègre I1. Donc ça va être remplacé par 1 sur g oméga fois I1. Donc je vais avoir cette expression. Ça vient du fait que j'en ai une intégrale. Ça vient du fait que j'en ai une dérivation. La même chose ici. Donc je vais faire de même pour la deuxième équation. D'accord? Donc, en régime sinusoïdal forcé, ça veut dire que je force le système à raisonner et à osciller avec la même pulsation, ça veut dire la même fréquence. D'où je vais avoir partout oméga. Donc ici, j'en ai un système, à deux inconnus, E1 et E2. Moi, ce que je veux, c'est Z. D'accord? Donc je vais essayer de me débarrasser de I2. Donc, je peux utiliser l'équation 2. Je calcule I2 à partir de cette équation. Donc, je vais passer ça ici. Donc, je vais avoir ainsi moins. Je divise, je vais avoir ça. I2 égale à ça. Et il suffit de remplacer par la suite I2 dans la première équation. Donc, Gm oméga fois ce terme-là qui vient d'ici. Et voilà, donc j'en ai eu, U est égal à ça fois I1. Donc c'est quoi ça? C'est la loi d'Ohm généralisée, la loi d'Ohm généralisée, puisque je travaille avec la notion d'impédance. Donc Z est égal à, tout simplement, je peux écrire U est égal à Z fois U1. Donc Z, je peux en déduire Z. Donc ça va être ce terme-là. D'accord? Il suffit de faire placer Z, G en haut. Je rappelle que G ici, ça représente le G du nombre complexe, G au carré est égal à moins 1. Donc voilà, Z va avoir cette forme-là. Donc il s'agit d'un nombre, si vous voulez, imaginaire pur. Je peux écrire comme ça. D'accord? Le modèle de Z va donner ça. Et bien sûr, l'argument, donc l'argument, ça va être plus ou moins plus sur 2, puisque je ne sais pas est-ce que ça c'est positif ou bien négatif. Variation, donc la troisième question, donc variation de Z, ici on va discuter physiquement qu'est-ce qui se passe. Donc pour tracer le graphique de Z, pour comprendre la variation de Z, on va considérer des cas particuliers. Ce n'est pas comme en mathématiques. Ici, on va considérer le cas particulier, par exemple pour Z, quand est-ce que Z de U est nul. Donc, pour qu'il soit nul, donc ça veut dire que le numérateur doit être nul. Ici, donc ce terme-là. Ce terme nul, ça veut dire tout simplement que je vais avoir L oméga moins L sur oméga, ça va être plus ou moins ça, puisque ça est au carré est égal à ça.
Ça fait plus ou moins. A au carré de ça est égal au carré de ça, donc ça veut dire plus ou moins ça. D'où je vais avoir ça, d'accord? Donc, comment j'ai trouvé ça? Donc, j'ai multiplié ici par oméga, ici par oméga. Je fais passer ce terme-là ici et je trouve ça. Donc, je vais avoir deux cas de figure, ou bien avec plus, ou bien avec moins. D'accord? Avec plus, je vais trouver oméga 1 pour laquelle Z va s'annuler. Il va s'annuler ici. Mais il y a une possibilité aussi où il s'annule ici. Donc, deux termes. Avec ici oméga 2 supérieur à oméga 1. Je rappelle que cette expression n'est vraie que lorsque L est différent de M, mais aussi L doit être supérieur à M, donc ce qui est physiquement acceptable, ce que je vais expliquer par la suite. D'accord? Donc M est différent de M. Donc pourquoi L doit être différent de M? Parce que en fait M ça représente tout simplement le fuite des lignes de champ. Donc le maximum des lignes de champ passe à travers la bobine, que ce soit la première bobine ou bien la deuxième bobine. Mais M c'est tout simplement les fuites. Donc nécessairement les lignes de champ ça va être très réduit faible par rapport à les lignes de champ propres qui passent à travers la bobine. Donc, forcément, L, ça va être supérieur à N et aussi, il va être différent. Donc, toujours, ça est toujours vrai, il faut avoir à l'esprit que M au carré, il est inférieur à L1 fois L2, et ça veut dire à L carré. Donc, ça veut dire que M est inférieur à N. Voilà, donc ça c'est pour quand est-ce que Z va être nul. Maintenant, quand est-ce que Z va être infini. Donc pour que Z de oméga être infini, il faut que le dénominateur soit nul. Donc ça veut dire que ça tend vers l'infini. Donc, soi-disant, deux cas de figure, ou bien oméga 3 égale à 0, donc ça veut dire lorsqu'on travaille en régime stationnaire, pour les courants fixes, ce qui n'est pas le cas aussi ici, ou bien pour oméga 4 est égal à 1 sur L oméga. D'accord, donc ici, c'est certainement ce cas-là peut être difficile, puisque ici on travaille avec l'origine sinusoïdale forcée. Donc, la conclusion, c'est que ce système que nous venons de décrire, qui est composé par deux circuits couplés, ce système-là, donc il a deux façons à se comporter. Ou bien il va être, on va avoir ou bien une résonance, ou bien on va avoir tout simplement, donc ça va être ce qu'on appelle un circuit bouchon. Donc deux cas de figure. Donc, soit un circuit résonant au voisinage de oméga 1 et oméga 2, puisque Z va être nul. Si jamais le circuit possède une résistance, donc le circuit sera résistant, tout simplement. Mais puisqu'on considère le cas où il n'y a pas de résistance, donc Z va être nul. Donc, au voisinage de Z1 et Z2, le circuit sera résonant, c'est-à-dire il laisse passer un courant infini puisque Z est égal à 0 par le générateur de possession oméga 1 et oméga 2. Par contre, il va se comporter comme un circuit bouchon, c'est-à-dire anti-résonance, au voisinage de oméga 4. C'est-à-dire il va arrêter totalement le courant débité par un générateur. Il va couper si vous voulez. D'accord? Donc, il s'agit d'un circuit bouchon. Et ça, c'est faisable. On peut utiliser ça dans la pratique, si vous voulez, pour remédier à toute résonance possible. Donc, ça veut dire qu'on va travailler au voisinage de mes 4. Donc, à la fin, donc, on peut représenter Z comme ça. Donc,
Donc il est nul ici, oméga 1 et oméga 2. Et ici, il est infini au voisinage d'oméga 4. Donc, infini, c'est quelque chose qui n'est pas physique. D'accord? Et ça est dû au fait qu'on a choisi dans cet exercice de travailler avec des enrôlements de résistance nulle, ce qui est pratiquement n'existe pas. Donc, dans la réalité, on va avoir une certaine valeur ici et non pas quelque chose d'infini. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous a apporté quand même des informations et vous a aidé à comprendre le couplage magnétique et à utiliser des notations complexes et aussi à comprendre l'induction électromagnétique. Merci et au revoir. Donc n'oubliez pas d'encourager notre chaîne par votre abonnement et vos likes. Merci et au revoir.